est suivi, mais j'ai possibilité de faire décoller les gazelles pour les faire poser sur ma position avec Kéro. Attends, plus ouais, il décale un peu plus à l'ouest et il y a les bonhommes là. Là, on a reçu la mission parce que la Miska avait été accrochée et avait eu 2 morts de rentrer dans Batangafo et on savait qu'ils étaient 250. Autant dire que c'était une mission très très délicate parce que s'ils décidaient de ne pas nous laisser rentrer, on n'avait pas en combattant au sol, on n'était pas suffisamment armés pour pouvoir rentrer sereinement dans la ville. Nous arrivons à Bouka, je mets en place mon dispositif de contrôle de zone et le soir même, à 21h, nous lançons notre action en direction de Batangafo en conduisant une reconnaissance de nuit qui nous permettra d'atteindre les lisières sud de la ville de Batangafo le 4 août matin sur les coups de 9h. 02 unité 86, séparatif 04 579. Donc le 4 août au matin, j'étais plus en retrait puisque le chef opération a rapidement pris la direction des opérations, sachant qu'il était colocalisé avec Horus, donc avec le sous-groupement renseignement militaire et notamment avec le rover qui lui permettait d'avoir une vue directe sur les opérations. Donc on n'a pas énormément utilisé le centre opération. J'étais plus en arrière-plan à commencer à anticiper la manœuvre future, c'est-à-dire une éventuelle Evassan, trouver la zone de posée hélicoptère et voir les éventuels renforts qu'on pourrait mettre en place sur le lieu de l'accrochage. La violence des combats nécessite l'appui aérien. C'est pour ça que nous avons bénéficié de rafales provenant de N'Djamena, mais également du sous-groupement aéromobile, d'hélicoptères qui étaient prépositionnés à Bossangwa pour l'opération et qui sont intervenus à notre profit avec des gazelles hautes et un Puma canon de 20 également. Et il y a un petit chemin avec des arbres alignés au niveau du A de Amandine. Donc j'étais avec le PC, donc on n'avait pas beaucoup d'éléments sur ce qui se passait réellement au sol. J'avais demandé les moyens aériens tels que le Puma Pirate. J'ai entendu qu'il était arrivé seulement lorsqu'il avait tiré. On n'avait pas les comptes rendus qui revenaient. Quand nous sommes arrivés au sud de Batangafo, on a eu un élément d'arrêt qui était face à nous. Moi j'étais 3e véhicule de tête. Donc des tirs de harcèlement sur l'avant de notre dispositif. Et ensuite on a subi ce qu'on pourrait appeler une attaque complexe de la part de l'ennemi. On était combattants déployés à ce moment-là, on était une petite centaine. Et face à nous, on avait à peu près la même chose. Et on a eu un ennemi vraiment organisé, puisqu'on a eu un butoir, donc une barrière, avec un groupe de combattants qui défendaient cette barrière. Et des combattants articulés en U en gros à partir de cette barrière-là, qui nous ont laissé rentrer dans leur dispositif et qui ont clairement cherché à nous détruire. Hauteur de 12 entre nous là. J'ai vu. Contact à 10 heures. Je savais. Sachant qu'on était pris sous le feu très rapidement et on n'a pas pu manœuvrer immédiatement, car on était vite encerclés, et ce qui a permis à l'ennemi de pouvoir se concentrer tout autour de nous. Et donc il a fallu un moment
de réflexion et d'analyse de la situation pour pouvoir réagir en conséquence. Pour cet accrochage, j'étais en deuxième échelon, en appui du sous-GTIA Violet. Lorsque le sous-GTIA Violet, donc en tête du GTIA, a été accroché aux sorties sud de Batangafo, je me suis déployé en appui pour former une ligne de recueil qui a permis de recueillir la rupture de contact de Violet. À ce moment-là, pour gagner des délais, on aura un départ de reconnaissance échelonné. Ce qu'on attendait, c'était le moment vraiment où nous allions rentrer en renfort de Violet et de manière à pouvoir être au contact avec eux et de pouvoir passer. Ce n'a pas été le cas, nous sommes restés à l'arrière, nous avons appuyé une rupture de contact. Cela dit, les légionnaires n'étaient pas impressionnés par le feu ni par les divers tirs de mortier qu'il y a eu. Les événements, pour moi, ça a été quand même avoir un ennemi en face qui savait bouger, qui savait manœuvrer. Voilà. Donc on s'est aperçu qu'on n'avait pas affaire à un ennemi fuyard. Dans les moments de contact, c'est toi, tu vas voir toi-même de quoi tu es capable et de quoi tu es capable tes hommes. On ne peut pas dire d'avant, oui, moi je vais faire comme ça. C'est pas du tout. C'est dans les moments de contact, c'est tout notre entraînement des années, ça donne les bons résultats à la fin. C'est à ce moment où on n'arrive pas trop réfléchir à penser. On pense que c'est nous ou c'est eux. Et on pense à notre homme qui sont à côté, si voilà, tout va bien, c'est moi, lui, tout le monde. Voilà, c'est ça, ça entre dans la tête seulement, c'est plus vite qu'on finit avec eux et que nous on est bien. Le 4 août, après être entré donc, dans Batangafo en fin de journée, mon objectif est bien évidemment de rencontrer le chef de la MISCA, les responsables des OIONG de façon à les rassurer et à leur montrer que les forces internationales peuvent intervenir partout dans la Centrafrique. Et à 21h, je reçois le colonel Moussa, qui est l'adjoint du commandant de la zone Séléka de Batangafo. La rencontre se déroule à 21h, elle est relativement brève. Je lui signifie que je suis là pour lui faire appliquer les mesures de confiance. Et nous refixons un rendez-vous le lendemain matin à 9h. Si aujourd'hui, depuis le matin, on ne se combat, c'est à cause de ce que vos hommes vont faire. Ils ont tiré d'abord sur nous. On ne peut pas rester bras croisés. Et donc, je suis en train de vous dire, jusque maintenant, je suis prêt à dialoguer avec vous. Mais je ne peux pas accepter à ce que vos hommes restent devant mes hommes pour l'instant. Est-ce qu'on peut se comprendre, mon colonel? On peut se comprendre. Absolument. Voilà. On est chez nous, en Centrafrique. N'est-ce pas? Absolument. Ok. Donc vos hommes doivent se retirer le temps à ce que je rassemble mes hommes pour voir ce qu'on peut faire demain matin. Mon colonel, je ne me retirerai pas de la ville parce que ma place est ici et que ça a été vu avec le général Zouildeko. Ok, si possible, on vous a envoyé de nous combattre. Depuis le matin, vous êtes en train de faire. Si vous êtes actuellement, vous êtes en train de dire de faire ça encore, il n'y a pas de problème. Le rendez-vous du lendemain à 9h, ça dure 2h30, se conclut par un autre rendez-vous puisque lui étant subordonné, me dit qu'il ne peut pas prendre d'initiative et fait venir son chef dans l'après-midi. L'après-midi, lorsque je me rends au rendez-vous de 16h pour le dernier rendez-vous de négociation, mes interlocuteurs ne se présentent pas, j'attends 3/4 d'heure. Et à 16h45, un appel à radio de mon chef Ops me demande de revenir en urgence au CO. Donc je quitte la zone, je rejoins mon poste de commandement
Et là, mon chef opération me dresse un compte-rendu extrêmement précis des mouvements que l'adversaire est en train de réaliser et surtout des postes de combat qu'il a pris. Le baptême terrain nous indique que nous sommes sur un plateau. Les sections sont en place, Violet 20 est au nord, Violet 10 en place au nord-ouest, Violet 40 au sud-ouest du dernier camp des réfugiés, une section du génie, Granit, face au sud, et Horus, le renseignement, face au sud-ouest. Le poste de commandement est à 100 mètres au sud du bâtiment de la MISCA, entouré du camp des réfugiés. Blanc Unité est au niveau nord et devant le camp des réfugiés devant Alpha 10. Blanc 3, qui rompt le contact, au sud d'Alpha 10, se met en place à l'est du camp des réfugiés. Et Blanc 4 vient coiffer l'arrière du dispositif pour se mettre en défense face au sud-est. Le but du dispositif est de créer une bulle étanche pour éviter toute infiltration de l'ennemi afin de prévenir de toute imbrication. On va mettre en place maintenant. Là, on est deux jours, c'est plus particulier. L'énergie du dispositif. Alors le 5 août après-midi, c'est un petit peu différent puisque nous étions entrés en ville, qu'on avait à peu près reconnu certaines positions. On se préparait à conquérir l'autre partie de la ville puisque c'était les ordres qu'on avait reçus. Et en fait, en même temps, il y avait des négociations à haut niveau entre généraux, donc la partie Sangaris et les représentants des Seleka. Et tout de suite, on a une nouvelle mission de façon très impromptue qui était de défendre nos positions. Donc globalement, on avait un meilleur rapport de force puisqu'on était en défensive et qu'une fois qu'on est installé, il est beaucoup plus facile, à nombre égal, de tenir une position. Néanmoins, dès qu'on a reçu la mission, on n'était pas du tout sur des positions favorables, donc il a fallu qu'on fasse mouvement. Donc il y a eu un premier mouvement qui a été très très délicat. Et on l'a vu d'ailleurs, on a à peine été mis en place que les gens étaient déjà quasiment sur nos positions à nous attaquer. Alors, savoir qui c'est les mortiers là. Sur les événements en eux-mêmes, c'est passé très vite. Donc la dernière réunion qu'on a eue a été très sèche. On a vu que chacun resterait sur ses positions, qu'il refuserait les principes de la négociation. Donc on s'est quitté cordialement. Je l'ai eu plus tard au téléphone en lui disant je ne comprenais pas pourquoi il renforçait son dispositif. Bon, on a vite compris qu'en fait ils essayaient de nous encercler. Je décide de me réorganiser et de donner un autre ordre en organisant la défense ferme du plateau occidental de la ville, où se trouve d'ailleurs l'état-major de la MISCA et un camp de 10 000 réfugiés. Ah, de l'autre côté. Blanc, ici Raptor, pouvez-vous me donner les effets qui ont été vus sur Alpha 10 suite à mon tir canon avion? On a mis un dispositif en place de façon à pouvoir appuyer la MISCA, qui est quand même notre action première en Centrafrique. Et en l'espace de 10 minutes, donc la situation a dégénéré. On a subi d'importantes attaques sur plusieurs de nos flancs, notamment par le nord et par l'est. Et donc ça n'a pas été évident, vu que nous avions pareil la végétation, plus les maisons qui servaient de couvert à l'ennemi. Le camp police, oui, c'est le camp police là. Je pense hier, j'avais dit au colonel qu'il y a des gens qui sont en train de grimper dans des arbres. Ah, donc oui. C'est à partir de là. J'ai une carte. Il y avait beaucoup de tirs et notamment pour moi qui d'habitude suis en l'air, c'était un peu particulier de me retrouver dans cette position. Et à partir de là, on a eu plusieurs ordres. Un premier donc, qui était d'aller attaquer, de faire un mouvement offensif pour aller neutraliser les groupes armés qui étaient au nord de la ville. Puis un contre-ordre, donc moi c'était déjà articulé très rapidement parce qu'il fallait prendre l'ascendant tout de suite au moins par le mouvement sur l'ennemi. Et ensuite un contre-ordre donc de s'articuler en môle défensif autour de la MISCA. Et donc en finale tout de suite au coup de sifflet il a fallu que les gens soient ultra réactifs et ils se disposent en môle défensif. Puis c'était un coup de chance comme j'ai dit au peloton de se mettre face au nord et dans les 30 secondes il y a eu contact à peine arrivé. Ce qui m'a donné le temps d'articuler mes sections après juste côté ouest et à Blanc qui lui était déjà au contact de se réarticuler petit à petit côté est de la MISCA. Donc on était prêts
Le terrain était en notre faveur, donc nous étions plus sereins à attendre l'ennemi, sachant que l'accrochage était un peu moins violent que la veille. On ne connaissait toujours pas le nombre d'adversaires face à nous. On a fait preuve de réactivité, de façon que ce soit la veille ou le jour même, on a fait preuve de réactivité pour faire face à ces événements. Pour l'accrochage dans Batangafo, ma compagnie était sur un point avancé vers le dispositif ennemi, vers le carrefour qui était le point de l'échelon de commandement et de logistique ennemi dans Batangafo. Puis lorsque le GTIA s'est réarticulé en position défensive autour du camp des réfugiés et du camp de la MISCA, j'ai dans un premier temps laissé un élément qui a pu retarder l'avancée ennemie, puis je me suis à nouveau réarticulé avec l'ensemble de mes éléments pour défendre la partie est du GTIA. Ça a confirmé de voir un ennemi qui savait manœuvrer, et comme moi, chef de section à la commandement de la 2e compagnie du REP, de voir que j'étais pris à 3 reprises sous le feu et qu'ils ont essayé de passer mon dispositif. Et donc je pense que ils étaient assez coriaces, mais bon, nous on a permis de tenir et de les éloigner des positions. Ça c'était aux alentours de 18 h, ça a duré une petite heure et demie. Et premier blessé, pour ma part, 20h30, suivi la 2e blessée immédiatement, quasi immédiat. C'est un légionnaire qui a voulu récupérer l'arme du groupe, l'arme d'appui du groupe, la Minimi, et qui lui aussi a été blessé. En fait, à partir du moment où à la radio il a annoncé qu'il y a un blessé chez Blanc Unité, nous tout de suite, avec toute l'équipe, on se met en place dans le VAB, prêt à partir, et puis après tout s'enchaîne très très vite. Et c'est vrai que comme on part sur un blessé de notre unité, tout de suite avec la section il y a une très bonne coordination qui s'est mise en place, ils nous attendaient, on savait tout de suite où garer le VAB, le blessé avait déjà été, une prise en charge avait été débutée par l'auxiliaire sanitaire de la compagnie. En fait, travailler avec des gens qu'on connaît, tout de suite ça nous met en confiance et on rentre du coup très vite dans une bulle médicale, dont le centre n'est plus tout à fait les combats qui se passent à côté, mais vraiment la prise en charge du blessé. Et tout de suite, on fait un état des lieux des blessures. On voit tout de suite qu'on peut l'évacuer rapidement vers le centre du dispositif, un peu plus à l'abri des combats. Et puis très rapidement, il y a une annonce d'un 2e blessé à la radio, de nouveau chez Blanc Unité. Donc j'ai un auxiliaire sanitaire qui reste travailler sur le premier blessé. Et on demande un pilote VAB de la section de granit, du premier règle, pour aller retourner chez le blessé avec mon 2e auxiliaire sanitaire. Donc il y a un moment où l'équipe médicale du médecin-chef Chouvet nous a transmis un blessé de la MISCA, puisqu'on avait fait la demande d'hélicoptère. Donc c'est un blessé qui était blessé depuis quelques heures déjà, qui était pareil un blessé léger, mais dont on a profité du coup de l'hélicoptère pour l'évacuer, parce qu'il nécessitait de passer au bloc opératoire pour explorer ses lésions. On les met à l'abri derrière le VAB. Et donc là je laisse, une fois que j'ai fait une évaluation avec mes auxiliaires sanitaires, je les laisse faire les gestes appropriés que je leur ai demandé pendant que je vais passer le message d'alerte, le 9-line. Bras droit. Je viens, constante parfaite. Non, parce qu'on compressive, ça saigne pas, c'est nickel. Et on part jusqu'à l'hélico où je fais une liaison avec le médecin de l'EVS. Je lui transmets les patients. Après, ils montent dans l'appareil et ils s'en vont vers Bangui, le rôle 2. De panique en même temps de la population derrière, grand moment de pression,
Arriver à gérer l'arrière, le devant, on ne savait pas trop, des éléments différents sont tombés à ce moment-là. Il y aurait un personnel armé d'un coupe-coupe dans la foule qui distribuerait les coups de coupe-coupe. En même temps, un compte rendu sur mon blessé, comme quoi il aurait pris un coup de coupe-coupe. Voilà, 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 dégagez, dégagez. Alors, le tir d'un artifice éclairant a créé une vague de panique chez les déplacés qui étaient présents sur le camp. Durant laquelle d'ailleurs des adolescents du camp ont profité pour attaquer des mères de famille à la machette pour essayer de leur dérober le peu qu'elles avaient. Et grâce à l'équipe APEO, aux actions civiles-militaires, qui ont diffusé à ma demande des messages très simples, et bien finalement la population est revenue au calme et a exécuté les ordres qu'on leur a donnés. Ils sont restés plaqués au sol pendant toute la nuit, pendant toute la durée des combats. Et le fait qu'on n'ait eu aucun blessé relève effectivement du miracle. Et ils ont commencé à courir partout, menaçant de s'imbriquer dans le dispositif que nous avions mis en place, en particulier le PC principal. Et nous avons trouvé un interprète de fortune qui nous a permis de diffuser ce message en sango. Dis-leur qu'ils n'aient pas peur, qu'ils restent bien par terre. Il faut rester là. Checker les abords est, 100 à 150 mètres de l'axe Biscuit à la thermique. Dans un deuxième temps, checker les abords nord de l'axe Amandine à partir de Alpha 10 jusqu'à Alpha 8. Ensuite, par rapport à ça, donc l'équipe JTAC à ce moment-là était au niveau du PC, donc en suivant tout ce qui était compte rendu de la part des deux sous-groupements interarmés qui étaient pris sous feu, les comptes rendus précis avec des directions et des distances, afin de pouvoir les aider au mieux et d'être une force de proposition vers la chaîne de commandement, pour pouvoir leur dire voilà, si ces personnes-là ont besoin d'un appui au moment T, je peux vous proposer ça, ça et ça. Donc on va dire une panel de propositions d'appui afin d'aider au mieux les hommes qui étaient sous feu. À aucun moment dans la nuit, je n'ai douté de mes deux unités élémentaires dans lesquelles j'ai une confiance absolument totale. Et je savais que, compte tenu du dispositif que j'avais fait mettre en place, du point haut du terrain qui nous était particulièrement favorable, je savais que mes deux unités tiendraient le choc et ne fléchiraient pas. Donc ensuite, on a eu Blanc Unité qui était pris à partie par une dizaine d'hommes armés de RPG et d'AK-47 qui venaient harceler en fait la section et qui se retranchaient dans une maison. Donc à ce moment-là, nous n'avions plus les avions, nous avions les hélicoptères sur position. Blanc Unité a proposé un tir éclairant afin qu'il puisse arrêter à la T4. Ayant les gazelles au-dessus, j'ai proposé au chef Ops de tirer un missilote dans la maison, ce qui m'a été accordé, en coordination avec Blanc Unité qui lui illuminait la maison avec des pointeurs IR pour pouvoir dire voilà, c'est cette maison-là, la position amie était marquée derrière par des strobe lights. De redescendre avec des lumières, donc repérage de ses ennemis, rentrant dans les différentes maisons, notamment une maison où on a pu repérer ce fameux mortier de 60. Et avec ces groupes de combat qui retournaient derrière, prêts à se regrouper, à se réorganiser pour remonter sur la position. Donc la gazelle a acquéri la cible, je lui ai donné l'autorisation d'engager, on a détruit la maison. Ça a permis à Blanc de pouvoir retirer ses deux blessés sous feu à ce moment-là et de calmer encore plus la situation ennemie. Nous étions vraiment le dernier rideau avant le PC. C'est-à-dire derrière nous, à une centaine de mètres, qui entendait les balles siffler. Le PC était juste derrière nous, avec notamment le chef de corps et toutes les autorités. Donc nous n'avons pas le droit de lâcher la position à aucun moment, malgré le mouvement de foule, de bain de foule énorme à l'arrière et la situation de mortier, de réceptacle mortier devant nous. Les légionnaires n'ont pas quitté la position, n'ont pas bougé d'un cheveu et je pense que c'était vraiment une place stratégique. Les deux fois, les missions ont été, je dirais, vraiment périlleuses. Vraiment périlleuses parce qu'on n'avait pas ce petit confort d'avoir eu le temps de réfléchir, de bien savoir qui y avait en face de nous.
de pouvoir bien s'installer, avoir fait un plan à tête reposée. À chaque fois, ça, on n'a pas bénéficié de ça. Voilà, on a eu une bonne étoile. L'ordre a très certainement surpris les unités, notamment les capitaines, mais les événements qui ont suivi ont montré que finalement c'était la chose à réaliser, puisque d'abord l'exécution par les deux commandants d'unité a été absolument remarquable, avec des ordres très clairs et très simples donnés par mon état-major, et qu'ensuite, au lendemain de cette journée, le 6 au matin, le bilan nous était quand même particulièrement favorable. Ce que l'on a constaté, c'est d'abord un retour de la population dans les villages alentours. Le camp de réfugiés qui était autour de l'hôpital et autour du poste de commandement de la MISCA s'est vidé de la moitié de ses occupants. Un certain nombre de déplacés ont bougé dans la ville, soit pour regagner leur domicile, soit pour se rapprocher des points d'eau, ce qui est déjà un signe très positif. Et surtout, la MISCA a été rétablie dans son autorité, et le capitaine sur place, qui nous avait accueillis d'ailleurs avec un grand soulagement, tient la ville et patrouille aujourd'hui normalement dans l'ouest et dans l'est de la cité. Alors l'ennemi, sur ce qu'on a eu, ce qu'on a pu voir, donc on a vu pas mal de gens quand même pas trop typés centrafricains, mais plus avec des turbans et beaucoup plus organisés que, on va dire, les personnels qu'on peut combattre ici, type anti-Balaka. Sinon, mon sentiment sur l'ennemi, c'est c'est que durant cet accrochage, il était déterminé. Il n'a pas ménagé ses efforts pour monter à l'assaut à de diverses positions en même temps. Donc une action coordonnée par le colonel Moussa, que certains tireurs d'élite ont rapporté avoir vu donner des ordres et coordonner l'opération. Et des gens avec des turbans et qui étaient très organisés, c'est-à-dire qu'ils progressaient sur une colonne. D'un seul coup, au claquement de doigts du chef, ils se mettaient sur un rang et ils montaient à l'assaut. Donc vraiment des gens organisés et tenaces. Alors je pense que l'adversaire c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au sacrifice. Je pense qu'il est capable d'aller au sacrifice de sa vie pour ses convictions. Car on s'est aperçu que dans ces rangs, il y avait des gens qui venaient de mouvements radicaux et ça a permis de savoir leur état d'esprit. Donc par rapport à leurs vêtements, leurs réactions, on savait qu'ils étaient capables d'aller jusqu'au bout de leur vie. Il s'accroche au terrain et puis il manœuvre, il fait des choses simples mais c'est de la manœuvre. Voilà, donc il y a des chefs qui commandent, il y a des assauts en ligne, donc quasiment comme nous avec des appuis. Et puis un PKM en appui et pendant que les fantassins en AK progressent par petits bonds. Voilà, donc c'est vraiment des soldats quoi, en face. Ouais. Avec en plus de nous une idéologie ou un espèce de lavage de cerveau qui est fait en amont, qui fait que moralement ils sont à 200% et puis ils n'ont pas peur de la mort. Ouais. On a eu affaire à des gens très bien armés, puisque dès qu'on arrive dans le village, les éléments de tête essuient plus d'une vingtaine de tirs de RPG, ce qui est considérable. Et un ennemi qui cherche l'imbrication, donc ça on sait que les Tchadiens, les Soudanais combattent comme ça. Dès qu'ils peuvent, ils s'approchent au plus près des contacts. Notre adversaire était un ennemi formé, aguerri, commandé, qui savait manœuvrer, qui avait un armement conséquent, des mitrailleuses PKM, des mortiers de 60. C'est un ennemi qui était vraiment bien préparé pour ce combat, qui avait préparé son action et qui cherchait vraiment à s'emparer de la position. Des gens qui, dès qu'ils ont su que c'était la force Sangaris, ils avaient un objectif, c'était de nous causer le plus de tort possible. Dans notre action et dans la préparation de notre mission, on s'y attendait et on n'a pas relâché, donc ce qui a fait le succès de la mission. Au final, il y a un seul point qui est valable partout, c'est l'action. Donc quand on arrive en offensif, c'est très dur. Quand on est en défensif, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est chez nous, on a nos secteurs, on sait à quoi s'en tenir. Mais sinon, l'ennemi, non, ils sont égaux, je dirais.
jamais je n'aurais pensé donner un jour d'organiser une défense ferme. La dernière défense ferme que j'ai faite, c'est quand j'étais élève à Saint-Cyr, c'était en mois de décembre, ça s'appelait une période mili, c'était mili noir. Et jamais j'aurais pensé donner un jour un ordre pour organiser une défense ferme. Je vais rajouter un mot sur la sérénité qu'il y a eu pendant cette action, qui à mon avis est le fruit de plusieurs choses. Premièrement, on avait deux capitaines commandants de très grande valeur, avec qui on avait une vraie connivence et une vraie confiance. Donc ça veut dire que quelquefois, juste un regard, on sentait très bien ce qui se passait, et ça a donné beaucoup de calme dans le déroulement et pour donner les ordres. Et ensuite une préparation opérationnelle avec tout un état-major et avec un chef de corps en qui on a une confiance absolue. Et on s'est rendu compte et on a touché du doigt que dès que le chef a donné ses orientations, voilà, le moral de tout le monde repart, même si c'est difficile. On sait ce que veut le chef et tout le monde va dans la même direction. Et ça, je pense qu'à plusieurs fois, peut-être que ça va ressortir dans d'autres témoignages, plusieurs fois on a frôlé les catastrophes, hein, parce que les balles sont passées très près, on aurait pu avoir 15 fois des morts. Le fait que dans cette situation très tendue, on ait des chefs qui aient une confiance réciproque, mutuelle, je pense que c'est vraiment la foi du centurion, ça a aidé à tout le monde à tenir debout, à tenir le choc. Parce que coup sur coup, 2 fois 4 heures d'accrochage, avec le très peu de sommeil qu'on a eu dans les 4 jours précédents, c'est la confiance mutuelle des hommes qui a fait que ça a tenu le choc. Pas autre chose, à mon sens. Donc je remercie les subordonnés et je remercie mon chef. Et l'adversaire auquel on a été confronté, notamment dans la nuit du 5 au 6 août, a montré qu'ils étaient déterminés, je dirais même peut-être fanatisés. Ils ont montré un courage absolument admirable, mais les vagues d'assaut successives qui sont venues se fracasser sur notre dispositif défensif dans la nuit du 5 au 6 août 2014 me font dire que j'avais affaire à des gens qui étaient fanatisés. Nous avons bénéficié de 2 facteurs de supériorité. Le premier, ce sont les moyens de vision nocturne dont disposaient tous les combattants débarqués. Et ça a été un plus considérable. Tous les chasseurs et tous les légionnaires me l'ont dit. Et le deuxième, bien évidemment, ça a été l'appui aérien, les avions, le sous-groupement aéromobile, sans lesquels je pense que nous aurions eu plus de blessés et voire des morts dans nos rangs. 2 mots ont guidé mon action, et ce sont 2 mots qui m'ont été répétés à l'occasion de 3 discussions téléphoniques avec le commandant. Le général m'a dit, à chaque fois qu'il a conclu la discussion, Armel, avec prudence et détermination. Un tiers de mon bataillon n'était pas sous blindage. Après l'opération, en n'ayant eu que 2 blessés, je pense pouvoir dire que j'étais prudent avec mes subordonnés, mais déterminé vis-à-vis de mon adversaire.